Salut, ici Maps, l'enquêtrice. Vous pouvez m'appeler Enquêtrice Maps. Pourquoi? Ben, cette année, les rendez-vous du premier roman ont décidé de se prendre tard pour dévoiler les nominations des rendez-vous du premier roman. Habituellement, ils font ça avant le 12 août parce que, ben, il y a du marketing à faire là-dessus, il y a de l'argent à faire pour que les gens achètent les nominés pour le 12 août. Là, je sais qu'il y a eu restructuration. Il paraît que la date était déjà prévue avant, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais il est tard. Ils vont sortir les nominations le 22 août. Donc moi, j'avais prévu de faire une vidéo mes réactions sur les nominés, mais là, il n'y a pas de nominés encore sortis. On m'a aidé à trouver cette idée de génie que je faisais un petit peu habituellement en même temps de ma vidéo de réaction, mes prédictions. Donc, merci à Annie-Claude d'encore une page qui m'a donné cette idée, ma foi, extraordinaire, qui fitait vraiment avec ce que j'avais envie de faire. Donc, je suis partie à la chasse. J'ai ouvert toutes les anciennes éditions des rendez-vous du premier roman. J'ai regardé tout ce qui avait été nominé, en fait, les maisons d'édition. Parce que comment ça fonctionne? Les rendez-vous du premier roman, premièrement, c'est les éditeurs, les maisons d'édition qui doivent proposer leur roman, qui doivent envoyer leur roman, et il y a comme une année. Donc, cette année, pour l'édition qui s'en vient 2023-2024, les romans éligibles sont ceux qui ont été publiés entre le 1er juillet 2022 jusqu'au juin 2023. Donc, en dehors de ça, ça fonctionne pas, il faut respecter la braquette. Il faut que ce soit un premier roman. Il faut que la maison d'édition le propose. Et il y a un comité de 3 personnes qui lit tout ce qui est envoyé. Je pense que ça équivaut à une quarantaine d'ouvrages. Donc, ils lisent ça pendant toute l'année. Et de tous ces ouvrages, de tous ces premiers romans, ils en choisissent 8. Et les 8 sont les nominations, sont les nominés que tous les clubs de lecture du Québec et même de la France lisent pour élire un top 3 et éventuellement le gagnant, le premier roman québécois et hors Canada. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé toutes les maisons d'édition qui ont déjà été nominées, parce que c'est tout ce que j'ai accès, mais je sais que ces maisons d'édition-là ont l'habitude de soumettre leur premier roman, donc il y a de fortes chances qu'ils ont fait la même chose cette année. Et j'ai regardé si c'était des premiers romans, j'ai regardé si les auteurs avaient publié autre chose, puis j'ai essayé de regarder la date. Mon objectif, ça serait vraiment très très cool que dans la liste que j'ai, les 8 titres nominés y soient. Ça serait mon objectif. Est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai découvert? Est-ce que j'ai trouvé les 8 titres au travers de tout ce que j'ai trouvé? Je vais vous donner aussi un petit peu d'informations de ce que moi je pense de ce titre-là, si j'aimerais le lire ou non. Je ne ferai pas un classement parce que je vais faire un classement lorsque je vais les lire, mais aussi lorsque je vais réagir à leur nomination en fonction des résumés et tout ça, lequel que je pense qui va être mon préféré puis lequel que je pense que non. T'sais, habituellement, j'ai mis comme en ordre de 1 à 8, puis après je peux valider avec, lorsque je les ai lus, si mon interprétation, si mon ressentiment préalable, pas mon ressentiment, mes émotions du départ concordent avec finalement la lecture. Si le résumé ou ce qui est marqué fit avec l'expérience de lecture que j'ai vécue. En tout cas, fini le blabla. Pour dire que j'ai pas mal de trucs à vous présenter et je vais vous les présenter en ordre alphabétique de maison d'édition. On y va, j'espère que vous êtes prêts. Voici mon enquête sur les premiers romans qui ont été publiés depuis en fait, juillet 2022 à juin 2023. On va commencer avec une maison d'édition phare, Alto. C'est un roman qui m'interpelle beaucoup, qu'on voit passer pas mal ces derniers temps, malgré qu'il a été publié en janvier. Moi, c'est là que je le vois foisonner. Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Donc, c'est son premier roman. De quoi ça parle? On est au Caire en 1980. On suit un jeune médecin. Il va rencontrer quelqu'un, puis ça va vraiment l'ébranler. Donc, la seule option, ça va être l'exil. Ça a l'air touchant. Je sais pas comment c'est écrit, mais s'il fait partie de la sélection, je serais, ma foi, très contente parce que je pense que je vais avoir envie de le lire avant la fin de l'année de toute façon. Donc, s'il était là, ça ferait une pierre deux coups. Cheval Doux, c'est une maison d'édition qui est
très souvent dans les nominés et qui envoient les romans à chaque année, mais j'ai rien trouvé qui était d'éligible. Et oui, avant de continuer, ça se peut qu'il y ait des erreurs, ça se peut qu'il y ait des trucs qui ne fonctionnent pas parce que faut que ça soit des romans, mais il n'y a rien de littérature, de l'imaginaire qui est accepté. Et parfois, ben, je me trompe, là, ça peut être du théâtre ou de la poésie, c'est pas si évident que ça. Là, j'ai pas, ça se peut qu'il y ait des coquilles, ça se peut. Mais en tout cas, pour le Cheval Doux, moi, j'ai trouvé rien. Ce qui est dommage, parce que c'est une maison que j'aime bien de façon générale. Del Busso, j'ai trouvé le livre La fin de nos programmes de Martin Bélanger. Cet auteur-là, il a publié, ça semble être un témoignage, donc ça fonctionnerait, parce qu'il y a d'autres auteurs dans les éditions précédentes qui avaient publié autre chose, mais jamais de roman, comme Jean-Christophe Réel qui avait publié la poésie, mais ça n'a pas empêché que son premier roman, Ce qu'on respire sur Tatooine, soit éligible pour les rendez-vous du premier roman. Donc il y a des petites passe-passe, tu sais, ça peut être des auteurs qui ont écrit bien des affaires, mais tant qu'ils n'ont pas écrit de roman, c'est correct. Comme Catherine Voyer-Léger aussi l'année passée. C'est une fille qui a écrit pas mal, mais il n'y a rien qui avait été considéré comme des romans. Ah, du traficotage! Donc, pour ce livre-là, La fin de nos programmes, moi, je l'avais jamais vu. Je savais pas de quoi ça parlait, mais j'ai vu qu'il y avait un article qui parlait de ce premier roman-là, donc je sais pas si c'est un bon signe, s'il y a eu un petit peu de promotion, peut-être que le monde de la littérature s'est intéressé à ce livre-là. De quoi ça parle? Ça dit un protagoniste qui jongle avec le deuil, une remise en question professionnelle et des acouphènes. Ça en dit très peu. Donc, tu sais, moi, avec quelque chose comme ça, c'est un intérêt moyen, tu sais, genre un 5 sur 10. Druide. Je sais pas comment ça se dit. Giotti d'Elsa Simone. J'ai vu que c'est son premier roman. Yeah! C'est le sujet de la vidéo. Donc, ce livre-là, je l'avais pas vu nulle part non plus, mais lorsque je suis tombée dessus, j'étais très intéressée. Ça dit, à l'approche de son mariage, Giotti, surnommée Joy, fuit son fiancé et sa famille vers Kochi, sa ville natale. Elle va louer un appartement avec 2 personnes avec qui elle se liera d'amitié, Akash et Parvati. Jusqu'au jour où ils disparaissent, elle va se faire un devoir de les retrouver. Donc, j'espère que ça va être un des romans parce que j'aimerais beaucoup le lire. OK, on va continuer avec Hamac. Donc, Hamac, là, Hamac, maison d'édition que j'aimais vraiment beaucoup, mais là, on s'est un petit peu séparés, là. Je pense qu'on se comprend plus tout à fait. Et leur site internet, c'est celui qui m'a fait le plus rager parce qu'ils sont pas en ordre de publication, ils sont en ordre alphabétique. Fait que là, j'ai cliqué sur tous les titres pour voir quand est-ce qu'ils avaient été publiés, alors que dans les autres sites internet, je pouvais juste regarder les plus récents, regarder s'ils avaient publié 2-3 choses ou si c'était leur premier roman. Puis lorsque je me rendais compte que j'étais rendue à la date le plus tôt que ça a pu être publié, ben là, le reste, je savais que j'avais pas besoin. Mais là, Hamac, en tout cas, la première chose que j'ai vue pour Hamac, c'est un livre qui se nomme Minou par Maude Héloïse, un roman poétique réaliste, un personnage du nom de Minou qui a soif de l'autre avec un grand A. Minou a des passions exponentielles, des envies fortes, des fantasmes sans pudeur, et ses humeurs débordent jusqu'au bar du coin. Peux-tu vous dire que j'ai pas tant envie que Minou soit dans les nominés parce que j'ai pas vraiment d'intérêt pour un truc de même, en tout cas. Je suis toujours prête à me faire contredire, mais juste à lire ce résumé-là, là. Par contre, l'autre ouvrage d'Hamac, celui-là, je le trouve, ma foi, intéressant. Debout dans vos absences de Mélanie Noël. Elle a écrit 2 recueils de poésie, mais pas d'autres romans. Et ça me semble intéressant. Je ne l'ai pas vu passer non plus, ce livre-là, mais j'ai vu un article dessus, donc j'espère que c'est bon signe. Ça aborde les relations amoureuses avec originalité en traçant des parallèles avec le mode de vie des tortues. Juste ça, là, ça a piqué ma curiosité. Fait que ça, c'est ce que j'ai trouvé pour Hamac. Héliotrope, j'ai trouvé Domaine Lilium de Michael Blum, que j'avais pas vu passer non plus. Il a coécrit des trucs documentaires, mais rien de solo. On va suivre Dan Katz, historien de l'architecture, qui se rend à Drancy pour étudier la cité de la Muette, qui fut tour à tour habitat social moderne, camp d'internement sous l'occupation nazie, caserne de gendarmes, puis HLM.
Lorsqu'il découvre que ses grands-parents y ont été enfermés et torturés avant d'être envoyés à Auschwitz, ses recherches prennent un tour sombre et il s'enfonce alors dans une quête dangereuse. Ça pourrait être assez intéressant. Je vous dirais que c'est haut, là, entre 7, je vous dirais. Les herbes rouges. J'ai trouvé Le plein d'ordinaire d'Étienne Tremblay. Il a écrit du jeunesse, quelque chose qui a l'air de fantastique jeunesse aussi. Puis son roman, lui, Le plein d'ordinaire, ça se passe à la fin des années 2000. Puis on va être dans le discours intérieur du personnage qui se nomme Mathieu, qui est un gars bardé d'illusions. Un adolescent comme les autres, bête avec sa mère, maladroit avec les filles et persuadé d'être exceptionnel. Donc, tu sais, ça, c'est le genre d'ouvrage hit or miss, je pense. Ça va vraiment beaucoup dépendre de la plume parce que c'est pas quelque chose d'ultra original. Urtubise, j'ai trouvé un livre qu'on voit passer là, ces derniers temps, Raviver les volcans de Véronique Talbot. D'ailleurs, je suis en train de regarder une liste de romans là, publiés pour le 12 août, j'achète un livre québécois par ma bibliothèque de Gatineau. Puis il était dans la même liste, dans roman poignant aux côtés du livre Et au pire, on se mariera. Lorsque tu as une section poignant avec ce livre-là, je suis très intéressée de connaître les autres, définitivement. Donc, pour l'instant, le résumé, il ne me vend pas tant que ça, mais ça se peut que l'écriture, puis comment c'est écrit, puis les sujets abordés, tout ça, que ça soit poignant. Donc, on va suivre deux personnages. On va suivre Alex, qui est insatisfaite de sa vie. Elle rêve d'aventure et de dépaysement. Et Lucas, qui est un gars aventureux qui craint de se montrer vulnérable en relation. Puis là, il va se passer une petite situation, puis finalement, ils vont partir sur la route ensemble. T'sais, comme ça me semble banal et léger, mais si on dit que c'est poignant, je suis prête pour ça. L'instant même, c'est une maison d'édition aussi qui envoie souvent les premiers romans, mais j'ai rien trouvé qui correspondait cette année. Librex, j'ai trouvé Les Insoumises de Fanny Rainville, qui est un ouvrage que je voulais lire. Petite anecdote à part, il y a eu le party du Salon du livre de l'Outaouais de cette année pour les bénévoles. Puis, il y avait une table avec des ouvrages qu'on pouvait avoir, là, donnés par les maisons d'édition gratuitement. Et il y avait Les Insoumises. Puis là, je l'ai vu. Puis je m'en allais là. Puis là, le président du Salon du livre, il a mis la main dessus. Fait que là, je l'ai vu passer, puis j'ai dit « Ah ouais, c'est ça, vous avez pris Les Insoumises. » Il dit « Ah, est-ce que ça t'intéresse? » Je commence, c'est correct, là, tu sais, je me chicanerai pas avec le président. Fait que je l'ai pas pris. Mais ça m'empêchera pas de le lire. Ça m'empêchera pas de le lire, puis je serais très contente s'il est nominé. Donc, dans ce roman naviguant entre présent et passé, le destin des trois sages-femmes, et d'une Algérienne sans papier s'entrelace en laissant une marque indélébile dans le parcours de chacune. Donc, ça, très haut dans mon classement des livres que j'aimerais lire. Pour main libre, j'ai trouvé le livre Ophilao de Geneviève Rochette. Je ne l'ai pas vu passer nulle part. C'est en allant sur les libraires que je suis tombée sur ce livre-là. Ça se passe en Guadeloupe en 2009. Alors que la crise secoue le pays, Inès, fille d'un Guadeloupéen, et d'une Québécoise, se rend chez sa grand-mère Théolia. Avant de mourir, celle-ci réunit autour d'elle son fils et sa petite-fille qui ne se sont pas vus depuis plusieurs années afin de les réconcilier avec leur passé. Dans l'avion, Inès lit un manuscrit de son père, écrivain, et redécouvre une partie de sa vie sous un nouvel angle. Ça a l'air intéressant quand même. Puis ça se passe en Guadeloupe. Je ne sais pas par contre c'est quoi la relation de Geneviève Rochette avec la Guadeloupe. J'aime mieux les trucs on voice que lorsqu'on écrit sur des trucs qu'on ne connaît pas. Mais je comprends que ça peut être bien fait tout ça, mais dans l'ère qu'on est aujourd'hui, j'aime mieux lorsque c'est on voice. Marchand de feuilles, j'ai rien trouvé qui fonctionnait. J'ai trouvé quelque chose pour mémoire d'encrier. Par contre, il me semble que j'ai jamais vu rien de mémoire d'encrier qui était dans les nominés, par contre. Je connais pas la liste au complet de chaque année, il la publie pas. Mais ça me semblait être un livre qui fonctionnerait pour tous les critères. Puis là, ça se peut qu'il y ait des livres qui ont été écrits de l'anglais. Ça se peut, parce que je suis pas infaillible. Puis qui ont été traduits en français. Ça, je pense pas que c'est éligible non plus pour les premiers romans. Donc, c'est Hors sol de Philippe Young.
Un agronome portugais exilé en France, Alvar cherche un paradis hors du monde. Il débarque à Montréal où il croit trouver cet Éden dans une serre hydroponique sur le champ des possibles dans le Mile End. Or, la serre, univers fragile, est détruite. Alvar doit tout recommencer en Islande dans une ferme cubique, économe et productive. L'avenir de la production agro-industrielle. Amoureux de Henrika, sa collègue, Alvar rêve de trouver ancrage auprès d'elle et de l'enfant qu'ils attendent dans la belle solitude du fjord. Or, hors sol, comme les plantes qu'il cultive, Alvar est confronté à sa condition de nomade sans racines. A-t-on besoin de lui dans cette communauté tissée serrée où des femmes fortes élèvent seules leurs enfants? Je suis pas sûre. C'est foisonnant. Si l'écriture est comme ça se pourrait que ça soit un petit peu rough, mais bon. La Mèche, celui-là, ben, je l'ai vu passer, je veux définitivement le lire, je pense que c'est complètement dans ma palette de couleurs, en plus qu'il est bleu! Mélasse de fantaisie de Francis Ouellet, c'est son premier roman. On a eu un petit boom autour, puis je pense qu'il a été nominé pour le prix des libraires, ça se peut-tu, dans la sélection, quelque chose comme ça. Donc, Centre-Sud, 1976, un nouveau-né échappe au bras de sa mère et déboule les marches du bloc appartement. Au moment de se fracasser le crâne, le temps s'arrête. Francis entrevoit toute sa vie et entreprend de nous la raconter. Guidé par Frigo, le sans-abri bien connu du bout, l'auteur arpente les recoins et les souterrains de sa mémoire et d'un quartier infecté par la gangrène de feu, le faubourg à Blas. Je le sens. Mais l'année passée, j'étais certaine que les pénitences seraient dans les nominés et ils n'y étaient pas. Donc ça dépend vraiment beaucoup du panel de 3 personnes. Ça dépend de leur inclinaison, même si j'imagine qu'ils ont des critères et tout ça, là, on s'entend que on n'est pas objectif là-dedans. Ni moi, ni eux. On y va avec Le Méac. J'ai trouvé un livre, j'ai pas vu ça passer pantoute, ça s'appelle Madame Werner, de Gabrielle Chevarier. Andrea a 50 ans, elle est au sommet de sa carrière lorsqu'elle perd la voix en plein milieu d'un concert dans la ville de Leipzig. De retour à Montréal, elle quitte son appartement et son poste de professeur au conservatoire pour aller vivre seule à la campagne dans la maison familiale inhabitée depuis la mort de sa belle-mère, Madame Werner. Elle est alors confrontée à sa pire hantise, à être une femme aussi invisible que Madame Werner. Ça a l'air intéressant quand même. La couverture, elle m'interpelle pas trop, hein? C'est pas ultra vendeur, mais le prochain, L'invention d'un visage de Mathieu Lacan. Le 12 août, je suis allée à Bouquinard regarder plein de livres, tout ce qui était en exposition, tout ce qui était sur la table, tout ce qui était dans la bibliothèque. J'ai regardé les couvertures, j'ai regardé les résumés. Je me suis donnée là, pour m'immerger. Je suis tombée sur ce livre-là, j'ai lu le résumé et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi! » J'ai envoyé un message à Karine de mon coin de lecture. Je me suis dit « Ça, c'est pour toi! » Puis elle m'a dit « Oh oui! » Mais là, j'ai réalisé que c'était un premier roman. Là, je me suis dit « Oh! J'espère qu'il sera pas nominé! » À la suite d'un accident, Antoine Aymar est atteint de prosopagnosie, trouble neurologique empêchant la reconnaissance des visages. Dans une tentative de reconstruire le pont troué de sa mémoire, il multiplie les relations sexuelles avec des inconnus. Ça va. Et s'initie à l'art du portrait. Là, on ne sait plus trop. Il cherche, ce faisant, à aller au-delà des visages, à traduire visuellement l'identité complexe et mouvante des personnages, des personnes qui le portent. Vous voyez là, ça chire à la fin. Là. Les royautés sauvages d'Amélie Hébert Saint-Ours. Donc, lui non plus, je ne l'ai pas vu passer. Henri, grand-père pharaon, qui a fait bâtir sur les berges de Valleyfield son décadent monument funéraire, dont la narratrice revisite les joyaux kitsch, les cul-de-sac et les antichambres, et celle de Jeanne, grand-mère louve, qui s'appropriant sans distinction le sauvage comme le sacré, règne sur son palais de la Salle, ses forêts et ses ménestrels, ses deuils et ses fantômes. Ça a l'air un petit peu foisonnant pour moi aussi, là, très abstrait, nature, à suivre. Mais c'est certainement pas pire que le prochain qui se nomme Chouchou de Miro Larocque. Encore une fois, un ouvrage que j'ai pas vu passer de nulle part, mais en faisant le tour là, sur le MEAC que je suis tombée dessus, puis je me suis dit « Ah, je pense que celui-là, c'est lui, là. »
en bas du bas. J'ai essayé de trouver de quoi ça parlait, mais j'ai juste trouvé le résumé, puis ça me donne froid dans le dos. Chouchou survivra-t-il au départ de sa mère, à l'amour surchauffé des sœurs Mzena, au grand prix surprise qui l'attend, à la garde de Zigzag l'enfant sauvage, aux fulgurances du possible, de l'idéal du corps et de l'umami des fluides? Comment se consoler du pire sans tomber dans le commerce des réputations? Comment savoir être pauvre avec talent? Comment mourir sans vivre d'abord l'absolu du relatif? Les adolescents attardés de ce monde inouï ne vieilliront-ils donc jamais, eux qui prennent les libertés interdites à bras le corps et en siphonnent la substantifique moelle jusqu'à plus soif? Ça aime s'écouter parler, là. Ça... Ouh là là, c'est lourd. On s'en va avec la peuplade, où ça me semble plus positif dans mes cordes. J'en ai trouvé 3 de la peuplade, puis j'étais pas sûre s'ils sont québécois, c'est quoi les critères par rapport à ça. Ça semble être toutes des personnes qui vivent maintenant, qui sont québécois d'adoption. Donc, Anna Thalberg, je sais pas, d'Edouard San Garcia. Il est né au Mexique, mais je pense que maintenant il vit ici. Donc, ça nous fait revivre avec brio la folie meurtrière du procès des sorcières de Würzburg, qui ébranla le sud de l'Allemagne au 16e et 17e siècle. Le sujet a l'air, ma foi, intéressant. Puis, j'avais l'impression de l'avoir vu plusieurs fois, fait que je pensais que c'était comme un livre peut-être plus vieux réédité, mais rapidement, dans ce que j'ai remarqué, dans ce que j'ai trouvé, il semblerait que non. Il y a Voir mon toc de Sophie de Raswan, que j'ai trouvé. De retour dans son pays natal après une longue absence, une femme prend soin de sa mère tombée malade. La veille de son hospitalisation, sa fille lui fait une promesse. L'emmener à Montauk quand tout ira mieux. Mais comment voguer jusque-là? Boussole pour éviter la chute et déjouer l'urgence, l'écriture dessine la route vers ce lieu inconnu au détour des trajets et des souvenirs réveillés par les souffrances de la mer. Et Atlantique Nord de Roman Bladou. En Écosse, un garçon brillant, William, a la plus jolie maman de l'île de Mull. Il arrime ses jeux à la cadence des marées et perce des trous dans les bottes de sa mère pour lui redonner le sourire. Chercheur en biologie marine, Lou a, lui, abandonné son amoureuse bretonne pour rejoindre l'Islande. La lumière rare lui offre là un manteau propice au deuil et aux dérobades du cœur. Et enfin, Célia, en Bretagne, à l'aube de ses amours, est déjà nostalgique. Je ne sais pas trop ce qui relie ces 3 personnages-là ou s'il y a quelque chose qui les relie, mais ça fait du monde. Pour Pleine Lune, maison d'édition que je connais vraiment pas trop, mais que j'ai vu dans les anciens nominés, j'ai trouvé le livre Cimetière avec vue de Françoise Clich. Ève Leroy aime les chiffres et les dictées, mais déteste les blagues de son père. Quand on lui demande de venir chercher son urne au salon mortuaire, elle croit à tort à une autre mauvaise blague. Puis, un notaire lui apprend qu'avant de mourir, son père a demandé qu'elle veille sur Émile, qui est son demi-frère à son père, donc son grand-oncle, qui souffre de problèmes neurologiques et vit à la résidence Le Colibri. Or, Ève connaît à peine ce demi-oncle et n'a ni l'envie ni les compétences, croit-elle, pour s'en occuper. Mais comme elle a un grand cœur, même s'il lui arrive de râler, elle accepte son nouveau rôle et sa vie prend un tour inattendu entre son travail de comptable, le choix d'un emplacement au cimetière, avec vue de préférence, et ses visites à Émile. Ça me semble intéressant. Poète de brousse, rien. Ça fait une couple d'années là, qui était nommé, il y a eu Fury qui a gagné cette année-là, puis l'année passée, il y a eu le tour de la question. Puis là, je pensais qu'il y avait un Michael... comment il s'appelait ce livre-là? L'héritier, mais je pense que finalement c'est de la poésie, fait que ça ne fonctionne pas. Pour Cartonnier, j'ai trouvé À quoi jouons-nous de Rachel Lamoureux. Elle a déjà publié quelque chose dans un collectif avec ben du monde, fait que je pense que ça compte pas, parce que c'est pas un roman, puis je pense qu'il faut que ça soit solo aussi. Si tu as écrit un roman duo, je suis pas sûre que ça compte comme ton premier roman. Là, ces livres-là, je sais pas trop c'est quoi la forme. On dirait que pendant un moment, je pensais que c'était comme de la poésie, ça se peut que ça soit pas éligible. Donc, À quoi jouons-nous est un livre qui découvre des problèmes en cherchant des solutions.
Il y a le jeu qui s'appelle Rachel, les mauvais garçons et une série de figures littéraires qui aident à dire la solitude de tout le monde. C'est un livre morose sur l'intimité remplie de heurts, le langage qui trahit, les fleurs sèches et les miroirs qu'on vide, les commencements qui leurrent et les fins qui dévastent. Moi pis Cartanier de ce temps-ci, là, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Québec-Amérique, j'ai trouvé UQAM, je sais pas comment dire, de Maude Vézina. Tim, un journaliste québécois, entame un périple pour documenter la dépression postpartum au Laos. Seng, employé d'une banque de Vientiane, ouais, j'imagine, mène quant à elle une vie sans écart ni surprise. Leur rencontre provoque une onde de choc. Seng ouvrira les portes de sa communauté à Tim, plus précisément celle de Mi et de Miu, ses amis qui ont récemment accouché. Toutes deux pratiquent le rituel du lit de feu qui doit aider les femmes à retrouver leur force, mais Mi peine à apprivoiser son nouveau rôle de mère et à s'expliquer sa douleur. Tim et Seng pourront ainsi faire œuvre utile et peut-être même oser solliciter leur cœur depuis longtemps protégé du monde extérieur. Ça a l'air intéressant, ma foi. Celui-là, on l'a vu passer. J'étais même surprise qu'il fit dans les dates Montréal-Nord de Mariana Mazza. Puis là, avec ma vidéo du 12 août que j'ai faite, je vous dirais que on me l'a bien vendu. Donc, Montréal-Nord, c'est l'histoire d'une petite fille trop sensible nommée Mariana, mais aussi un touchant hommage à l'univers qui l'a défini, le quartier où elle a vécu, les familles immigrantes qu'elle a côtoyées, les enseignants qui l'ont inspirée et aussi les lieux enchanteurs pour une enfant qu'elle a fréquenté, tels le Club argentin, le cinéma L'Angelier et le marché aux puces 5 étoiles. L'attachée de presse nous disait que Mariana Mazza a vraiment beaucoup travaillé sur ce livre-là, qu'elle voulait que la maison d'édition la fasse travailler, qu'elle ne voulait pas utiliser nécessairement son statut là, de célébrité puis publier quelque chose de pas très bon. Donc, il paraît qu'elle a travaillé très très fort, puis il paraît que c'est bon. Donc, s'il est là, je ne serais pas fâchée. Par contre, je pense qu'elle n'a pas besoin de la notoriété que le rendez-vous du premier roman va y apporter. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont lu, puis bon, tu sais, il y a tout ça qui vit dans ma tête, mais en même temps, je serais contente de la lire. Par contre, encore une fois, il y a comme des deux côtés. J'ai écouté son entrevue, je pense que je ne l'ai pas terminée, avec Marc-Claude Barrette dans Ouvre ton cœur. Je trouve qu'elle est une personne difficile à vivre, Mariana Mazza, ce qu'elle dégage aussi, puis elle parlait de ses relations d'amitié, puis j'étais comme, ouf, je trouve pas ça sain. Tu sais, elle accepte pas des choses de la part des autres, mais lorsque c'est elle qui le fait, puis que les autres lui disent, elle trouve ça correct, mais elle prend pas le temps de le dire aux autres, puis elle coupe les relations d'amitié pour ça. Je trouve qu'elle est un personnage, et je pense pas qu'on serait capable de coexister l'une avec l'autre, mais c'est correct que comme ça, il faut payer du monde pour faire un monde. Donc voilà ma petite anecdote pour Montréal-Nord, mais je serais contente de lire, tu sais. L'Iroko de Mélissa Lavergne, prise dans l'étau suffocant du milieu machiste dans lequel elle évolue, Martine quitte le Québec pour un voyage d'études musicales à Conakry, en Afrique de l'Ouest. Elle espère obtenir dans ce pays où tout lui est étranger la validation qu'aucun ne semble vouloir lui donner chez elle. Pour vrai, j'étais tellement contente de trouver tous ces ouvrages-là dont j'ai pas entendu parler. Ça m'a comme donné envie d'en lire. Puis, si vous n'êtes pas sur mon Instagram, vous savez peut-être pas, mais avec une petite gang de lecteurs, lectrices, lectrices, on est en train d'essayer de penser à un gala du roman québécois, puis on commencerait à lire tout ce qui va être publié comme roman adulte québécois en 2024. Donc, on dirait que fouiller ça, ça me donnait vraiment envie de plonger dans ce projet-là. Puis, étrangement, il n'y a rien là-dedans que j'ai lu. Mais pas étrangement. Je me suis rendu compte depuis que je fais les rendez-vous du premier roman que je lis pas tant de premiers romans. T'sais. À part lorsque je suis obligée, rendu au mois de septembre. T'sais. Mais sinon, pendant l'année, je suis pas nécessairement tentée par les nouveautés et tout ça. Fait que ben, je fais pas mes recherches. Je me laisse pas tenter par ces livres-là. Parce que il y a aussi l'aspect de tendance, parce que tout le monde parle de la même affaire, j'ai tendance à pas lire ça, mais là, si je fais partie de la tendance, peut-être que ça va être différent. De toute façon, je vais en lire l'année prochaine parce qu'il y a des premiers romans qui sont publiés dans une année. Alors, parenthèse terminée, Saint-Jean, il y a un livre qui s'appelle Flora en éclats de Stéphanie Parent, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, je le vois passer, il a l'air bien aimé. Il était aussi dans la liste des romans poignants aux côtés de Et on pire se mariera. Ça, c'est des bons points.
Ses convictions volent en éclats lorsque Malik l'abandonne du jour au lendemain et qu'une trahison familiale éclate. Flora s'impose alors une vie en mosaïque en espérant que ses renoncements lui permettront de vivre sans plus souffrir. Intriguant. Pour Ta mère, j'ai trouvé 2 ouvrages sur le divan de François Ruel-Côté. Samuel et Philippe sont 2 chums de gars qui passent leur journée à fixer le vide du fond de leur divan tout en ressentant le poids de l'individu dans l'univers. Ces véritables Sisyphes du quotidien luttent contre la monotonie à coups de joints, de bière et des réflexions aussi existentielles que ridicules. Au travers de ce dialogue se dessine l'une des plus belles et tragiques bromances du 21e siècle. Quand même intéressant. Et sauf quand je suis un aréna de Frédéric Marseille, j'ai vu un article sur ça, ça disait que c'est drôle, tourbillonnant et dingo. Ça dit aussi que les improbables associations d'idées avec lesquelles Jean-Christophe Riel a tricoté sont ceux qu'on respire sur Tatooine viennent à l'esprit. C'était donc bien dur comme phrase, ça. Donc, on pense à ce qu'on respire sur Tatooine lorsqu'on lit, sauf quand je suis un aréna. Ce qui est très bon pour moi parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'on respire sur Tatooine. Donc, sauf quand je suis un aréna parle de deuil en faisant semblant de parler de club sandwich et d'amour, en faisant semblant de parler d'oiseaux. C'est original. Triptyque, j'ai trouvé trop de Pascal. Oh, oui, je pense que c'est Pascal Bérubé, l'autrice, je l'ai enlevé. Je pense qu'elle a écrit une nouvelle dans Zodiac, qui était comme un collectif de nouvelles de La Mèche. Mais c'est ça, je pense que ça compte pas. Donc, récit poétique auto-réflexif, aussi sensible que démesuré, ce livre au genre inclassable interroge le corps de Pascal au prisme d'images mimétiques et de reflets déformants. Chaque fragment se déploie comme une petite installation qui interroge la présence dans toutes ses contradictions. Une présence pleine d'affect, de paillettes et de latex donnant des formes kaléidoscopiques et excessives à la beauté. Écriture, performance et collage de bout de soi. Trop de Pascal n'est pas qu'un livre, c'est un événement que je ne veux pas lire parce que si ça parle de même pendant tout le roman, je vais aller me frapper la tête contre le mur. C'est pas pour moi, non merci. Bon, désolée pour cette petite performance, mais ouf, c'est foisonnant de mots, ça s'entend et ça s'écoute parler. VLB, v'là 3 ans, 2 ans, j'avais fait une vidéo « Je lis des Marie-Pierre », des autrices qui se prénomment Marie-Pierre, et j'avais vraiment aimé ça. Ça avait fonctionné, les 3 lectures, ça avait été de très bonnes lectures. Fait que là, je me suis dit, je veux lire des coups de cœur, je me relance. C'est juste qu'il n'y en a pas tant que ça des Marie-Pierre, P-I-E-R. Mais je suis tombée sur ce livre-là, puis là, je voulais le lire, mais il est assez récent. Je me suis rendu compte en plus que c'est un premier roman. Donc, Chère piscine de Marie-Pierre Favreau-Chalifour. Philippa rentre chez elle plusieurs mois après le suicide de son mari. Fouillant dans les effets personnels du mort, elle s'adresse à lui, s'imagine qu'il la voit faire et donne libre cours à des fantasmes qui la libèrent de l'emprise de cet homme dominateur et sûr de lui. Mais quelque chose ne va pas. Elle sent une présence qui l'épie dans la nuit. Alors qu'elle erre de pièce en pièce, assaillie par des souvenirs qu'elle avait étouffés, son malaise grandit. L'irruption d'une étrange jeune femme dans la maison l'entraîne dans un nouveau cycle où la peur et le désir sont intimement liés. Ça a l'air bon. VLB. Ça fait 2 années que le prix Robert Clich fait partie des nominés des rendez-vous du premier roman. Puis lorsque j'étais allée à Bouquinard, je parlais avec la libraire, puis j'ai dit, ce livre-là, La rumeur du ressac de Lynn Richard vient de gagner le prix Robert Clich de 2023. Je sens qu'il va être dans les nominés. Hein? Puis elle a dit, moi aussi. Mais vous savez quoi? Il a été publié le 10 août 2023. Donc, techniquement, il ne fit pas. Il n'est pas éligible. Les dates, il est passé. La date, il va être possible de le lire l'année prochaine. Il va être éligible pour l'année 2024-2025. En tout cas, je vous en parle, mais s'il est là, moi je dis qu'il se passe des choses pas catholiques pour qu'il y soit.
Par un matin pluvieux, Martin et Léa quittent Montréal pour la Colombie-Britannique et les îles Haida-Gwaii, emportant avec eux les cendres de Suzanne. Martin voudrait donner à la mère de sa fille, disparue subitement, une dernière demeure dans un lieu qui l'a connue heureuse. Il espère également que le long voyage vers l'ouest pourra aider Léa à traverser le drame. 6 ans plus tard, on les retrouve dans un petit village du Bas-Saint-Laurent, menant une petite vie tranquille, peut-être trop. Roman du deuil et du souvenir, la rumeur du ressac dit également la force tour à tour lente et tumultueuse de la réinvention de soi et de la rencontre de l'autre. Personnellement, ça me parle pas trop, fait que s'il est pas là, ça me dérangerait pas, mais il va sûrement être là l'année prochaine. Ah, tac. On a presque fini. Il nous reste X, Y, Z. Le premier roman que j'ai trouvé, c'est Les Hôtes de Myriam Ouellette. Elle a écrit un collectif de nouvelles, puis un article sur ce livre-là, et ma foi, ça a l'air intéressant. Donc, il y a une souris dans la maison. Quiconque a vécu ce type d'invasion animale, souris, coquerelle, punaise de lit, reconnaîtra sans peine le malaise et pire encore le mal-être qui en découle. Ce drame secret, qui veut s'en vanter, alourdit le quotidien, chasser la bête et du boulot, et perturbe l'attachement au lieu de vie. Le logis n'est plus un havre de paix, mais un endroit où la menace peut se cacher dans les moindres interstices. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va causer un drame familial dans une petite famille qu'elle aime bien. Puis, des secrets, des affaires. En tout cas, ça me semble intéressant. Avant-dernier, La chute de Babylone de Guillaume Sylvestre, que je n'avais pas vu passer non plus. Ils sont l'intelligentsia du Québec. Ils partagent leur temps entre le bronzage, le magasinage des soldes, les liftings et le casino dans une Floride de pacotille où le diable rôde, rêvant d'être invité le 31 décembre chez l'homme le plus riche du Québec. Parmi eux, un trio troublant et troublé, guidé par un perroquet, formant une révolte. Un regard hallucinatoire sur la déchéance morale d'un monde au relent de décadence antique. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Et finalement, un qu'on a vu passer, puis que je pensais pas non plus qu'il était éligible, je vous avouerais que la couverture ne m'interpellait pas, mais à lire le résumé, ça irait. Donc, c'est La chienne de Pavlov de Cato Fortin. Il y a eu un article aussi sur ce premier roman. Donc, ça met en scène une jeune trentenaire qui fera face à une succession de malheurs, dont le décès de sa grand-mère adorée. Si les thèmes abordés sont graves, le récit foisonne en scènes délirantes où l'on célèbre avec panache la vie, la solidarité féminine et la sexualité décomplexée, peu importe l'âge, la classe sociale, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ça fait le tour de ce que j'ai trouvé dans les maisons d'édition qui ont été publiées dans la bonne braquette d'années et de mois. Est-ce qu'il y en a un? Ce serait lequel, là, vous autres, celui que vous voudriez le plus lire? Ou si vous en avez lu, dites-moi donc lequel vous avez lu. Sur ce, on se revoit samedi prochain. Puis on va regarder ensemble ceux qui ont été choisis. Et j'ai très hâte de les connaître. J'espère que j'avais spoté ces 8-là, qu'ils sont dans ma liste. S'il y en a d'autres, là, je vais être vraiment surprise. Ça veut dire que il va falloir que j'aiguise mes talents d'enquêtrice. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.